Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui, comme je l'avais annoncé dans ma précédente vidéo, je vais revenir sur le Covid, parce que en ce moment on peut dire que ça s'agit d'un petit peu partout. Alors évidemment, dans l'état actuel de la situation, je vous mets ici les chiffres actualisés de date, aujourd'hui lundi 20 juillet. Alors si ces chiffres ne reflètent pas véritablement l'évolution, je vous mettrai ici des graphiques successifs pour vous donner un petit peu des éléments d'information sur la situation. Mais globalement, si aux États-Unis on a aujourd'hui des chiffres qui démontrent qu'il y a actuellement une deuxième vague, pour l'instant en Europe les chiffres restent assez stables, mais étant donné qu'avec ce qui se passe aux États-Unis, avec ce qui aujourd'hui en matière de chiffres officiel rapporte qu'il y a une reprise à Hong Kong, qu'il y a une reprise dans un certain nombre de pays comme en Espagne par exemple, eh bien tout le monde a peur évidemment de la seconde vague. Et vu qu'on est quand même dans une situation économique qui n'est pas encore véritablement établie, c'est-à-dire qu'on n'a pas une vision encore globale de l'étendue des dégâts économiques à cause du Covid, ce qu'on verra peut-être déjà à la rentrée, évidemment, tout le monde a peur de cette seconde vague, elle rajoute encore plus un marasme sur l'économie, et d'ailleurs on y reviendra un petit peu plus loin. Ce que je veux simplement essayer de voir avec vous, c'est que si nous sommes conscients de par ce que nous avons pu observer par nous-mêmes ou par l'intermédiaire de certains médias, et d'ailleurs même récemment, qu'est-ce qu'on a pu voir à Paris, le fameux apéro sur les quais de la Seine, où les photos reflètent que finalement il y a très peu de gens qui ont le masque. Moi je veux bien. Le fait est, c'est que nous avons une observation personnelle de certains comportements complètement irresponsables, c'est-à-dire des gens qui ne protègent pas les autres en portant un masque, parce que porter le masque essentiellement c'est aussi pour protéger les autres, parce que si vous êtes contaminé, eh bien pour éviter que vous contaminiez les autres personnes, hein, c'est pas pour vous protéger des gens qui sont contaminés, puisque de toute façon, pour se protéger des gens qui ont été contaminés et qui ont pu toucher des supports, etc., c'est les mimines, hein, c'est se laver les mimines régulièrement, hein, pas forcément avec du gel hydroalcoolique, hein. D'ailleurs le gel hydroalcoolique, faites très attention parce que évidemment là on est dans un marché explosif et il y a parfois certaines sociétés qui sont en rupture et vont acheter du produit dans d'autres sociétés qui ne sont pas forcément très fiables et qui vendent des produits altérés. Donc là encore, une fois de plus, on va être confronté à des problèmes sanitaires d'ici les mois à venir à cause des gels hydroalcooliques. Mais d'une manière générale, on peut affronter cette situation de Covid en attendant de voir un vaccin, un traitement, etc., à partir du moment où tout le monde réagit de façon intelligente, à partir du moment où tout le monde réagit de façon civique. Ce qui, bien évidemment, est totalement utopique, puisque nous avons forgé des sociétés avec un certain nombre d'individus complètement infantilisés, complètement individualisés, complètement immatures, et de ce fait, eh bien, ces mêmes personnes aujourd'hui sont un problème fondamental pour la sécurité sanitaire. Raison pour laquelle, eh bien, aujourd'hui, on en vient à ce que l'on aurait dû faire depuis la fin janvier, depuis même le mois de février, ce qui aurait pu éviter peut-être justement une épidémie beaucoup plus étalée, beaucoup plus étendue, c'est le port du masque obligatoire. Et oui, on en arrive à ce point-là, parce que malheureusement, eh bien aujourd'hui, vous avez des gens, que ce soit ici aux États-Unis comme ici aussi en Europe, il y a des gens qu'on n'a strictement rien à foutre, qui ne portent pas de masque, et puis vu qu'on n'a pas légiféré sur la question, et bien même les magasins qui, avec des agents de sécurité, essaient de faire un petit peu la police, eh bien sont confrontés de plus en plus à des situations de conflit. Je fais référence par exemple à cette dernière vidéo qui nous vient de Montréal, où vous avez un monsieur qui décide dans un restaurant rapide de ne pas porter de masque, donc la police arrive, donc la police lui demande de porter un masque, le mec il veut pas, il dit mais c'est pas obligatoire, etc. Ben, c'est pas la question que ça soit obligatoire, c'est une question d'intelligence, c'est une question de santé publique. Oui mais j'en ai rien à foutre, voilà, c'est ce genre de comportement qui a amené aujourd'hui les États à commencer à faire de l'obligation du port du masque. Parce que, encore une fois, même s'il n'est pas démontré que nous sommes véritablement dans une seconde vague, eh bien,
c'est une mesure de précaution pour obliger les gens à porter un masque pour éviter justement la potentielle situation de reprise de l'épidémie. Surtout qu'en plus on va arriver bientôt à septembre et évidemment la rentrée va être certainement une des périodes les plus à haut risque pour l'ensemble des pans à la fois sociétaux mais aussi économiques et politiques. Alors, je vous rappelle, en mois de novembre, on a quand même une élection aux États-Unis qui ne va pas être négligeable. Donc, cette situation de Covid, le problème c'est que, alors je vais vous parler maintenant des États-Unis. Alors aux États-Unis en effet, on a officiellement tous les jours des chiffres qui, alors il y a actuellement des records qui sont battus. Alors un coup c'est la Floride, un coup c'est le Texas, un coup c'est pas la Californie, c'est la Floride, Floride j'ai dit, Texas et Arizona, oui l'Arizona. Donc ces États ont eu des jours où ils ont battu des records, c'est-à-dire des records de détection positive de cas, même si pour l'instant les décès restent relativement faibles. Mais là on est sur de la détection positive de cas. Alors évidemment, les chiffres augmentent. Alors ce qui est assez amusant, c'est que finalement, on se rend compte que ces chiffres augmentent dans des États qui ont été relativement souples en matière de confinement, contrairement aux États qui ont été beaucoup plus durs en matière de confinement, comme par exemple l'État de New York et la ville de New York. Par exemple, la ville de New York, les résultats restent relativement stables. Il n'y a pas de reprise dans l'immédiat, même si les chiffres, quelques dizaines supplémentaires commencent à arriver, mais pour l'instant, ça reste relativement raisonnable. Et alors que New York, c'est une ville qui a fait vraiment un confinement presque total. Donc voilà, ceci peut-être explique cela. Et puis surtout aussi, le Sud, les États du Sud, c'est aussi des comportements assez... pas très forcément civiques, on va dire, dans certains cas. Et quand on a vu que des jeunes sont allés faire les fameux spring break, comme on dit, et plus récemment les réouvertures de certaines plages, où on a vu des gens débouler sur les plages sans respecter les distanciations, sans avoir de masque, etc. Donc évidemment, on est dans des situations où si le virus est toujours omniprésent, et ben forcément là il va se répandre de nouveau, et d'où cette explication aujourd'hui de cette reprise de l'épidémie. Sauf que ce qui pose problème, alors attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas un risque de seconde vague, hein, vu les comportements, vu qu'on entend par-ci, par-là, des gens qui disent oui, ben voilà, j'ai mon oncle, ma tante, mon grand-père qui est décédé. Mais encore une fois, ce sont souvent des décès qui sont liés à des gens qui ont des pathologies fragiles. Et alors, il faut savoir quand même qu'aux États-Unis, en matière de pathologies fragiles, je ne veux pas vous donner de la statistique, mais on est presque allé, on va dire, sur moins 60% de la population américaine qui a des problèmes de santé. Voilà, on est bien clair sur la question. Sans compter les personnes qui sont victimes d'obésité génétique, de problèmes d'asthme, des problèmes allergiques, des problèmes de diabète, hein, avec la bouffe, j'en sais quelque chose, malheureusement. Pour ceux qui ne sauraient pas, il se trouve que j'ai chopé un diabète à cause de leur putain de Coca-Cola qui est fait avec du sucre de maïs, et que vu que je ne supporte pas le maïs, malheureusement, je ne le savais pas. Et ça m'a provoqué un diabète, alors que je n'ai absolument aucun antécédent familial, donc merci les États-Unis. Donc voilà, vous avez véritablement déjà une situation, un état global de la population américaine sur un point de vue de santé qui est à l'image de ce qu'on pourrait croire que ça sert quand même bien l'intérêt commercial et du business de la santé d'avoir une population majoritairement malade, majoritairement pas forcément très bonne santé, qu'une population en bonne santé. Donc déjà ça n'améliore pas les choses, surtout en ce qui concerne les gens qui fument, les gens qui ont du diabète, les gens qui ont des problèmes pulmonaires, des gens qui ont des problèmes d'asthme. Et bien évidemment, ces personnes-là sont plus sujets à avoir des problèmes d'aggravation en cas de Covid, en cas de contamination, en sachant que c'est pas systématique, les personnes peuvent avoir des immunités suffisamment puissantes pour résister au Covid, mais si jamais ils chopent par exemple un rhume ou voire même une grippe, hein, parce que
Les virus saisonniers, eux, continuent leur chemin. Covid ou pas Covid, tous les ans, voilà, on est sur des statistiques de décès et de contamination de certains virus, mais dont on connaît les origines, dont on connaît les sources, dont on connaît les pathologies, dont on connaît les traitements, puisqu'on a des traitements pour soigner. Et comme je l'ai dit précédemment dans ma vidéo, je vous invite à y retourner pour comprendre aussi le problème qu'il y a aux États-Unis vis-à-vis du système de santé, qui explique que là où 5 personnes pourraient éviter de décéder en étant soignées en temps et en heure, et bien malheureusement ils ne le sont pas, et ils décèdent. Donc c'est pour cette raison que aux États-Unis on arrive à des chiffres relativement élevés. Mais voilà, ça c'est malheureusement le système qui est ainsi. Sauf que oui, comme je disais, on a quand même un problème parce que quand on fouille un petit peu sur Internet, on entend beaucoup de choses. Alors surtout au Canada, par exemple. Au Canada, vous avez des gens qui quand même sont, je dirais, sur une sorte de suspicion de manipulation des chiffres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, c'est ce qu'on a connu en France. C'est-à-dire qu'au départ, à partir de février-mars, quand on a commencé à avoir des cas, surtout les EHPAD par exemple, vous vous souvenez du problème des EHPAD, c'est-à-dire que pour essayer de limiter la casse, on n'intégrait pas les décès en EHPAD, et puis quand on a commencé à intégrer les décès en EHPAD, en fait le problème c'est que pour des raisons économiques, évidemment, on ne faisait pas de tests et on ne faisait pas d'autopsie sur les décès. Et on incluait ces décès en tant que décès Covid, alors qu'en réalité, c'était des gens qui étaient décédés certainement d'autres choses. Eh bien, aux États-Unis, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et au Canada, c'est le même problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des médecins qui, sur Internet, révèlent qu'ils sont très suspicieux sur le fait que dans leurs hôpitaux, des hôpitaux donc, qui traitent le Covid, eh bien, un certain nombre de décès ne sont pas des décès dus au Covid. S'ajoute à cela des médecins qui révèlent que finalement les tests, les fameux tests, alors vous avez deux types de tests, vous avez un test par salive et un test par frottis nasal. D'ailleurs il faut savoir que le frottis nasal, faites très attention parce qu'apparemment les gens qui sont formés à faire le frottis nasal ne sont pas bien formés, ils le font très très mal, et en plus de ça c'est un frottis qui va très très loin, qui touche une zone très sensible, qui est proche alors je ne sais plus le nom exactement, mais qui est proche du cerveau. C'est une fine petite pellicule qui se trouve dans la fosse nasale, et que si la personne fait mal le frottis, etc., ça risque de provoquer quelque chose qui peut avoir des conséquences par la suite cérébrales. Donc déjà, moi je vous invite, si vous voulez vous faire tester, plutôt le test salive que le test dans les narines. Et vous avez des médecins qui sont de plus en plus nombreux sur Internet, qui dénoncent les défaillances de certains tests. Alors on se dit peut-être qu'en effet, ça peut être minoritaire, qu'en effet ça arrive, comme toute chose, je veux dire, rien n'est parfait, donc sur 1000 cas, vous pouvez avoir 2-3 cas où en effet, le test va s'avérer positif alors que la personne est négative, ou que la personne va s'avérer un test négatif alors qu'en réalité la personne est positive. Mais je veux dire, ça fait partie des risques, ça fait partie des proportions de taux d'erreur, ce qu'on appelle en général. Mais il semblerait que, suivant certains médecins, et en proportionnalité, on soit plus largement dans une situation de défaillance des tests de façon beaucoup plus importante que ce que l'on pourrait éventuellement tolérer en matière de taux d'erreur. Et aussi, on commence à voir émerger la présence de masques qui sont vendus, alors évidemment là actuellement toutes les sociétés qui fabriquent des masques essaient d'acheter des masques un peu de droite à gauche, sauf que le problème c'est qu'il y a des masques qui finalement ne sont pas conformes, c'est-à-dire que ce sont des masques qui sont des masques chirurgicaux, mais qui ne protègent pas de virus ou de tout ce qui pourrait éventuellement protéger en effet de virus, comment on appelle ça, virus pas atmosphérique, mais virus qui se balade dans l'air, si vous voulez, le terme m'échappe complètement. Et même que cette évidence est inscrite directement sur la boîte.
Hein, c'est inscrit sur la boîte que ces masques ne sont pas adaptés à se protéger contre le Covid-19, par exemple. Donc encore une fois de plus, là on est dans une volonté de profiter au nom du business de la situation. Et donc tout ça, alors, avec d'autres informations, etc., avec des statistiques qui sont présentées par un certain nombre de médecins, que ce soit surtout aux États-Unis, qui révèlent que les chiffres ne correspondent pas du tout à ce que l'on présente officiellement. C'est-à-dire que dans certains endroits, on vous dit oui, on est sur 100% de hausse, etc. Alors qu'en réalité, quand vous avez des gens qui appellent les hôpitaux concernés et qui disent, alors voilà, il semblerait que dans votre hôpital, vous soyez à 100%, et l'hôpital dit, ah non, on n'est pas à 100%, on est à peine à 10%. Et là, vous vous dites, comment ça ah ben non, oui, il y a une reprise, mais la reprise est légère. La reprise, dans certains endroits, est insignifiante. Sauf que, officiellement, il semblerait, je dis bien il semblerait, je ne sais pas, que les chiffres officiels soient légèrement gonflés. Dans quel but? Alors évidemment, ça soulève encore plus la suspicion de ceux qui ne veulent pas porter des masques parce qu'ils sont convaincus que c'est un complot. C'est un complot, une atteinte aux libertés, etc. Mais ceci dit, sans faire de prosélytisme par rapport à ces éléments, en effet, on est quand même en droit de se poser des questions que finalement, si Covid, en effet, il y a, aujourd'hui il est clair qu'il y a une épidémie d'un virus qui s'appelle Covid-19, dont c'est une bataille fratricide aujourd'hui pour développer le vaccin ou le traitement qui sera obligatoirement un brevet, et que ce brevet permettra à ceux qui en seront les propriétaires de s'en foutre plein les fouilles à la fin de l'année avec des dividendes colossales. Aujourd'hui, le remdesivir aujourd'hui est recommandé alors que le remdesivir n'est pas concluant, n'a pas passé les tests de façon concluante. L'hydroxychloroquine, oui, elle est très efficace, semble-t-il, mais elle est très efficace à un certain stade de pathologie, c'est-à-dire au moment où les gens commencent à être détectés ou dépistés positifs, commencent à avoir quelques symptômes, et là, dans ce cas-là, on leur file un traitement, la chloroquine, mais une fois que la personne est devenue trop malade, oui, la chloroquine ne sert à rien, qu'on soit bien clair sur la question. Donc, si vous voulez, entre un traitement préventif par apparition de symptômes avec un test positif, et le remdesivir qui est censé permettre de soigner, etc. Le seul problème, c'est que le remdesivir semble totalement incompatible avec un certain nombre de pathologies. C'est la raison pour laquelle les essais sont complètement on ne va pas dire falsifié, mais démontre bien que si certains retiennent le côté positif, le côté efficace du remdesivir sur un certain nombre de pathologies, sur d'autres pathologies, c'est une véritable catastrophe, avec un taux létal qui, je le rappelle, était de l'ordre de 14% sur l'ensemble des essais. Ce qui est, si vous voulez, le taux, je crois me souvenir que sur les essais avec placebo, c'était 12%, et le remdesivir atteignait 14%. C'est-à-dire que le remdesivir était plus létal que les gens qui n'étaient pas du tout soignés avec des produits, c'est-à-dire qu'avec des chimères, avec des placebos. Donc, on est en proie aujourd'hui, en effet, à s'interroger légitimement sur la situation. Alors aux États-Unis, évidemment, quel serait l'intérêt finalement d'utiliser le Covid, d'utiliser la deuxième vague, pour faire peur aux gens, et ainsi aussi finir par mettre en place des lois ou des décrets, comme c'est le cas en France, avec le port du masque obligatoire dans les lieux clos. Aux États-Unis, pour l'instant, il n'y a pas. Il y a certains États qui le font, mais pas tous. Et il y a certains gouverneurs de certains États qui voudraient que ça soit l'État fédéral qui fasse la loi, qui fasse le décret, parce que eux, ils ne veulent pas assumer la responsabilité d'obliger les Américains à porter un masque. Parce que vous comprenez, politiquement, c'est pas bien. C'est mieux que ça soit Trump qui décide, parce que Trump, c'est une merde.
que les gouverneurs... Donc vous avez des gouverneurs aujourd'hui qui font preuve d'une lâcheté considérable aux États-Unis. Tout ça parce qu'ils ne veulent pas se retrouver accusés par un certain nombre d'Américains d'avoir pondu des lois qui les obligent à astreindre leur liberté de mouvement à cause d'un masque. Vous voyez jusqu'au point où on en est aujourd'hui. En sachant qu'aux États-Unis, on a quand même des proportions de gens qui sont relativement infantilisés, qui sont relativement irresponsables, qui sont un petit peu atrophiés du bulbe. Je veux dire, les PLM aujourd'hui, vous en avez un sacré paquet qui agissent aujourd'hui de façon stupide au nom du PLM, donc je pense que les choses soient claires. Donc, si vous voulez, le problème aux États-Unis, c'est que vu qu'on a quand même une échéance au mois de novembre qui est quand même non négligeable, très importante, et de l'autre, vous avez des problèmes sanitaires qui sont confrontés à des comportements indigents, irresponsables, infantiles, etc. Il y a un moment donné où il y a des décisions à prendre. C'est-à-dire que soit on met le point sur la table au niveau sanitaire à l'échelle nationale, ou alors dans ce cas-là, on reste dans le cadre du système politique américain, c'est-à-dire qu'on laisse les États prendre leurs responsabilités. Sauf comme il y a des gouverneurs qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités, qui font des annonces, qui font des discours sur soyez responsables, soyez patriotes, etc. Vous savez qu'il y en avait, ils n'en ont rien à branler. Et qu'aujourd'hui, vous avez des commerces qui, eux, sont obligés de faire appel à des sociétés de sécurité pour justement gérer ce problème avec un certain nombre de gens. Mais comme, évidemment, on est aujourd'hui dans une situation économique extrêmement difficile, un client qui arrive sans masque, vous lui dites « Excusez-moi, vous pouvez porter un masque, s'il vous plaît », mais que le client, il n'en a rien à foutre, etc. Qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Alors certains osent quand même assumer et appellent les flics, et les flics interviennent en disant « Excusez-nous, mais vous devez sortir, vous ne pouvez pas rester dans le magasin, etc. » Et ça fait des vidéos sur Internet, suivant ce que certains veulent en faire, montrant soit un Américain stupide et idiot qui prend le risque d'aller sans un masque dans un magasin, ou certains qui vont vous montrer les vidéos, regardez, la police, elle est violente, elle est raciste, parce que si c'est un black, évidemment, là on est dans le schéma absolu de la manipulation. Donc voilà, on est dans cette situation aux États-Unis où aujourd'hui vous avez certains acteurs qui se sont vus interrompus dans le processus de déconfinement, dans le processus de réouverture. Aujourd'hui vous avez des restaurants aux États-Unis, ça y est, ils ont mis la clé sous la porte, c'est fini. Tout comme aujourd'hui les cinémas. Moi je vous le dis franchement, je ne sais même pas si je vais retrouver mon boulot fin juillet, parce que pour l'instant j'ai pas d'informations, mais je pense qu'à mon avis, la réouverture des cinémas se fera pas avant peut-être certainement le mois de septembre. Il faut savoir même qu'aux États-Unis, vous avez déjà des bruits de couloir qui stipulent que réouvrir dans une situation incertaine où demain on peut encore avoir une reprise du Covid, etc., et ben vous avez des groupes d'exploitation qui sont en train de réfléchir à ne pas réouvrir les cinémas avant 2021. On en est là. Il faut savoir qu'en Chine, ils avaient réouvert les cinémas, je crois, dès fin avril. Ils ont été obligés de les refermer. Là, ils vont commencer à les réouvrir. En France, vous avez réouvert les cinémas depuis maintenant plus d'un mois, bientôt un mois. Les chiffres ne sont pas du tout là. C'est-à-dire que même si on sent qu'il y a un retour de gens au cinéma, vu les restrictions sanitaires et vu que les cinémas ne peuvent pas vendre la totalité des sièges, ils sont obligés de faire respecter une distanciation dans les salles et que aujourd'hui même le port du masque va devenir obligatoire. Enfin, pareil, le port du masque est obligatoire, mais certains établissements auront quand même une certaine souplesse pour éviter d'être trop restreints, trop restreignants, on va dire, vis-à-vis de la clientèle, pour sauver un petit peu, je dirais, l'outil et l'argument commercial. Donc apparemment, dans les salles de cinéma, peut-être que les gens pourront baisser un petit peu leur masque pour pouvoir mieux respirer. Puisque là, c'est pareil, le problème du masque, ça commence ici sur Internet, des gens qui commencent à vous démontrer que en dehors des masques chirurgicaux, les FPP2, FPP3, etc., vous avez beaucoup de masques aujourd'hui qui, au final, causent des problèmes de respiration, c'est-à-dire que vous respirez 2 fois ou 3 fois plus de CO2 à un certain moment que d'oxygène. Et c'est pour cette raison que peut-être
peut-être que vous avez des maux de tête ou qu'à un moment donné vous avez des sensations de nausée, etc. Mais parce que à force de porter votre masque, si c'est un masque en tissu assez épais, truc comme ça, que vous respirez, mais au bout d'un moment vous n'avez pas la proportion d'oxygène nécessaire et vous respirez votre CO2. Donc vous faites une intoxication, très simplement. Donc ça, très important. Si vous avez porté un masque et vous commencez à vous sentir un petit peu nauséeux, voire avec des maux de crâne, etc., ne cherchez pas. C'est que votre masque, malheureusement, il y a un moment donné où vous êtes en saturation de CO2. Donc ça c'était la petite aparté technique. Donc voilà, ça va être le problème parce que rester pendant 1h30 ou 2 heures, d'ailleurs en Chine, j'ai eu l'info hier, le film de Christopher Nolan qui est Tenet, qui est très attendu parce que c'est un film qui va peut-être ramener beaucoup de gens. C'est un film qui fait plus de 2 heures, apparemment 2h20. Or en Chine, apparemment, ils ont demandé à ce que le film soit remonté pour ne pas faire plus de 2 heures parce qu'ils estiment que 2 heures ne rentre pas dans la réglementation sanitaire de lieux statiques en lieu clos. Donc ça veut dire que déjà les Chinois, ils ont conscience que tu laisses une personne 2 heures avec un masque dans une salle, non, ça va pas être possible. Enfin, vous voyez, là je vous parle de termes, je parle de spécificités techniques que je connais, mais je pense qu'il y a des tas de secteurs d'activité aujourd'hui où ça pose problème. Je veux dire, les gens qui travaillent dans les usines, par exemple, avec des fortes chaleurs, ou dans des milieux clos, etc., porter un masque toute la journée, faire 8 heures par jour avec un masque, je veux dire, c'est pas possible. Il y a un moment donné où vous ne pouvez pas. D'ailleurs, même, je pense que vous l'avez vu tout comme moi, vous avez aujourd'hui beaucoup de gens qui travaillent dans les commerces, etc. Il y en a beaucoup qui portent le masque à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ils ont le nez pour pouvoir respirer, parce que porter le masque toute la journée comme ça, Enfin, moi déjà, quand je fais mes courses, je porte le masque, j'arrête de faire mes courses, je reste 15 minutes, 20 minutes. Au bout de 20 minutes, j'ai déjà du mal à respirer. Donc, voilà, c'est pas une solution, on va dire. Donc économiquement, ça a forcément des conséquences, parce qu'au bout d'un moment, si les gens se rendent compte que être obligé de porter un masque dans les lieux clos, donc tout ce qui est commercial, les centres commerciaux, les théâtres, etc., mais qu'à un moment donné, les gens se rendent compte que porter un masque plus de 20 minutes, 30 minutes, au bout d'un moment, ils ne peuvent plus respirer, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que là, les règles sanitaires, elles passent complètement à la poubelle. Donc c'est pareil, ça va être un problème. C'est qu'au bout d'un moment, les gens vont se dire, attends, moi je préfère rester chez moi, me regarder un film sur Netflix que de me faire chier dans un cinéma avec un masque où au bout d'un moment je ne peux plus respirer. C'est pour ça que peut-être qu'en France, en effet, moi j'ai une info comme quoi en France, dans les salles, ils seraient relativement souples, c'est-à-dire que les gens, vu la distanciation qu'il y a, le masque pourrait éventuellement le faire tomber un peu pour pouvoir mieux respirer pendant la durée du film. Le problème qui se pose, c'est que, imagine une personne qui éternue, sans le masque. Vous savez, les salles de cinéma, vous avez de la climatisation. La climatisation, vous savez, c'est un renouvellement d'air en circuit. C'est-à-dire qu'on extrait de l'air pour permettre à l'air, de l'air conditionné, soit du chauffage, ou de l'air chaud, ou de l'air froid, d'aller dans les salles. Et vous avez normalement des cycles, puisque les salles sont en amphi. Et vous savez, la loi physique fait que l'air froid reste en bas et l'air chaud monte en haut. C'est pour ça d'ailleurs peut-être que si vous allez au cinéma et que vous vous mettez toujours dans les places en haut de la salle, vous avez toujours trop chaud. Oui, c'est normal, parce que vous êtes en haut de la salle, donc la chaleur, vous prenez toute la chaleur de la salle, mais aussi la chaleur humaine. Quand vous avez des salles où vous avez 200, 300 personnes dans une salle, voilà, vous prenez tout dans la gueule. Et puis ceux qui sont en bas, évidemment, ceux qui sont au premier rang, très souvent, tout le temps d'ailleurs, les gens disent « Ah, mais il fait froid dans vos salles ». Oui, c'est normal, parce que vous êtes en bas de la salle, donc vous êtes là où la zone est la plus froide. Ça va, vous avez des écarts de température dans les salles, parce que les salles sont des amphis, les salles en amphithéâtre. Donc la loi physique, elle s'applique même dans une salle de cinéma, avec des climatisations. Enfin, c'est une petite référence technique, mais qui n'est pas stupide dans le sens où si une personne éternue, si elle est en bas de la salle, vous avez le flot de petites gouttelettes qui vont se balader dans la salle et qui peut contaminer les gens. Donc, masque, c'est bien, mais si masque comme ça et que les gouttelettes, vous les respirez par le nez, dommage pour vous. Voilà, je suis peut-être pinailleur, peut-être que je vais chercher trop le détail, etc. Mais il n'empêche que aujourd'hui on vous prouve qu'un éternuement, vous
pouvez projeter des gouttelettes jusqu'à, alors je sais plus combien, 4 ou 5 mètres, un truc comme ça. Mais, enfin voilà, je veux dire, on est dans une situation de virus, on est dans une situation de pandémie. Voilà, je veux dire. Donc, mais comme derrière, vous avez une fragilité économique qui n'était déjà pas en très bonne santé avant, et ben aujourd'hui, la situation économique, elle est en train de se prendre tout dans la gueule. Alors, vous avez les banques centrales qui sont en train de faire de la planche à billets pour essayer de sauver certains points de l'économie, mais tout le monde ne sera pas sauvé. Hein, comme je vous l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, aux États-Unis, déjà, on sait qu'il y a déjà 35% des restaurants qui ont déjà mis la clé sous la porte, et qu'avant la fin de l'année, il y en a 85% qui mettront la clé sous la porte. Ils ne pourront pas s'en sortir financièrement. Donc voilà. Et en France, c'est pareil. En France, les restaurants, on leur dit, vous pouvez ouvrir maintenant l'intérieur, mais à condition que vous respectez les 1 mètre ou 1 mètre 10. Ça veut dire que vous sucrez la moitié de votre capacité. Vous devez fonctionner, vous devez faire fonctionner votre business avec que la moitié du nombre de couverts que vous faites normalement. C'est pas rentable. Hein, c'est-à-dire que quand vous... Et c'est comme ça partout. C'est-à-dire que tous les outils commerciaux, etc., à un moment donné, ils ont des budgets pour acheter les matières premières, ils ont des budgets pour faire les transformations. Donc les budgets de transformation, c'est payer les salariés, payer l'électricité, payer tout. Et en plus, vous rajoutez les charges, les taxes en France. Non, vous ne pouvez pas vous en sortir. Déjà avant, vous étiez vraiment limite. C'est-à-dire qu'il y a très peu aujourd'hui d'entreprises, petites entreprises, moyennes entreprises qui avaient encore un peu de trésorerie. Voilà, aujourd'hui, ils n'ont plus de trésorerie. Ils sont zéro. Donc là, ils sont en train de crever. Ils essaient de sauver la situation, mais soit ils licencient, mais en licenciant, déjà qu'ils avaient licencié certainement avant et qu'ils fonctionnaient déjà avec un effectif extrêmement minoritaire. C'est pour cette raison d'ailleurs que le gouvernement français est en train de réfléchir à baisser les salaires temporairement. Hein, mais le temporaire, dans un gouvernement, souvent, c'est un temporaire qui dure. Hein, vous savez, c'est comme l'état d'urgence terroriste. Hein, ça devait être un état d'urgence temporaire. Puis finalement, c'est un temporaire qui a duré, puis qui a duré, puis qui a duré, et puis finalement, on l'a constitutionnalisé. Là, c'est pareil. C'est que là, encore une fois, il va y avoir de l'opportunisme de la part du patronat, il va y avoir de l'opportunisme de la part des mondialistes pour baisser dans certains pays les salaires. Et en France, en particulier. En plus, en France, que vous avez des charges, des taux de charges quand même non négligeables, enfin, il y a un moment donné où, je veux dire, la balance... Et d'ailleurs, petite anecdote pour votre information personnelle, il faut savoir que le taux d'endettement mondial hein, est arrivé à 103% apparemment. Enfin, on a dépassé les 100%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une dette mondiale qui dépasse le niveau de PIB mondial. C'est-à-dire qu'on dépense plus que ce que l'on gagne. Hein, le principe de la dette par rapport au PIB, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes un taux d'endettement, ça vous dépensez plus que ce que vous gagnez pour compenser. La France, on est à 145%, 131, 145 pour certains. Donc voilà, hein, 131% d'endettement sur le PIB. Je rappelle, la Grèce, ils sont à 168. Hein, et vous avez vu ce qui s'est passé en Grèce hein, ces dernières années. Donc... réfléchissez. Alors en plus de ça, le Covid, est-ce que le Covid va éventuellement servir aussi à tester l'acceptation du peuple par rapport à certaines lois liberticides? En France, le confinement total est liberticide, puisqu'on vous a empêché d'utiliser vos libertés de vous déplacer. Vous ne pouviez pas vous déplacer sans un certificat. Vous ne pouviez pas vous déplacer sans un masque. Et vous allez voir que petit à petit, si ce phénomène de faire planer la seconde vague sur la tête des peuples, etc., et de faire peur aux gens, attention, il y a une seconde vague qui arrive, etc., alors que pour l'instant, les statistiques, les chiffres sanitaires, en effet, il y a des reprises, mais des reprises qui ne justifient pas, je dirais, de parler de seconde vague. Je parle en France, hein, je ne parle pas des États-Unis, parce qu'aux États-Unis,
là aujourd'hui, on peut dire, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? On est en droit de se poser la question par rapport aux chiffres officiels. Hein, parce qu'il y a certains éléments qui correspondent pas. Mais voilà, on n'est pas là pour faire du débat, on n'est pas là pour faire de la remise en question, on est juste là pour poser la question et réfléchir sur la question. Qui profite le crime, hein, on en revient toujours là. Mais en France, il est clair que la gestion d'une deuxième vague pourrait amener l'État, à un moment donné, à tester la capacité du peuple à respecter des lois liberticides. Déjà, on se constate que les lois sur le confinement, les règles sur le confinement qui ont été appliquées à partir de fin février, de mi-mars, hein, c'était mi-mars, le 16 mars, parce que je me souviens, c'était le 16 mars. Puisque le 16 mars, c'est là au moment où l'OMS a déclaré la pandémie et le lendemain, l'État français a dit hop, on confine, etc. Le problème, c'est que quand on voit comment ça a été géré, c'est-à-dire qu'on a fait la chasse aux gens qui étaient dans la rue sans certificat, 35 euros, 38 euros, 135 euros, boum, 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 et des gens dans certains quartiers où on a laissé faire. Donc à partir du moment où déjà on n'est pas capable de faire appliquer un principe à l'échelle nationale, à l'ensemble des individus, bah déjà on n'est plus dans la République. Le peuple unique et indivisible. Et donc par conséquent le peuple unique et indivisible qui doit respecter les lois de la République. Si on fait appliquer les lois et si on punit un certain nombre de gens, mais qu'on ne le fait pas pour d'autres, alors évidemment pour des prétextes, oui, vous comprenez, c'est des jeunes, c'est cité, il n'y a rien à faire, ils vivent à 15 dans des appartements, c'est insupportable, si on ne leur laisse pas une soupape de sécurité, etc. Oui, mais alors le problème c'est que là vous n'êtes plus dans un sens d'équité. C'est-à-dire vous mettez la pression, vous mettez une suppression de liberté à un certain nombre de gens, et voire la majorité des gens, et par contre, vous ne le faites pas sur une minorité. Donc la deuxième vague, si vous la justifiez et que vous refaites du reconfinement, un truc comme ça, ou si vous réappliquez les lois pour obliger des gens, comme là actuellement, apparemment ça va être 135 euros d'amende pour les gens qui n'ont pas de masque, si vous allez dans un Franprix, dans une banlieue du 9-3 et que vous avez 3 personnes qui n'ont pas de masque, mais parce que ce sont des personnes... voilà, hein, on ne fait rien parce que sinon on a peur que ça finisse mal. Puis en plus avec ce moment où les Black Matter, les violences policières, les Traoré et tout le tralala, qu'est-ce que vous voulez que les flics y fassent? Les flics ils vont être complètement démunis. C'est-à-dire que les flics ils vont s'acharner sur les petits blancs, sur les petits français, sur les petits gens qui n'ont pas d'affiliation, d'assimilation ou de lien en particulier avec l'autre catégorie de gens dont il faut faire attention, pas toucher, apprendre avec des pincettes, etc. Mais il y a un moment donné où, à force de vous prendre des amendes de 135 euros et que vous croisez le rebeu, le blackos, qui n'a pas de masque, etc., et que les flics ne disent rien, ils ne font rien, etc., il y a un moment donné, qu'est-ce que vous croyez que ça va forger, ça? Déjà, ça commence à forger... dans les esprits. Donc voilà, je veux dire, c'est ça aussi. C'est une forme de manipulation quelque part. C'est voulu. Dire quand on est un État responsable, on applique la loi. On applique ce que l'on décrète. Et pas seulement qu'à une proportion de la population, parce qu'on se dit cela de toute façon, ils vont payer s'ils font des conneries. Et puis les autres, on va les laisser faire parce que, attention, c'est... voilà, le résultat, vous l'aurez peut-être en 2022. Hein. Si tant est qu'ils ne refont pas d'autres conneries entre vous obliger finalement à voter ou à revoter Macron, parce qu'en face, on va vous mettre Marine Le Pen. Ça va être un problème. Même si on commence à entendre d'un son de cloche qui pourrait éventuellement imaginer, penser que Monsieur de Villiers pourrait être une solution de secours, un plan B pour les mondialistes, vu que Macron, de toute façon, est en train de s'enfoncer complètement dans l'opinion et a tellement montré sa capacité à être orgueilleux, ambitieux et déterminé à vouloir récupérer le leadership européen, que, à mon avis, ses soutiens aujourd'hui sont en train de réfléchir à un plan B. Et je pense très sincèrement que De Villiers est le plan B.
Sauf que De Villiers, bon, c'est un souverainiste qui a ses idées, mais ça reste quand même quelqu'un qui peut être conciliant, qui saura faire certainement des consensus. Savoir maintenant, est-ce qu'il veut le Frexit? Je ne l'ai pas entendu parler de Frexit, je l'ai entendu vouloir renégocier certainement ou réaffirmer les choses. Maintenant, s'il est pour le Frexit, je pense qu'à mon avis, il y a un moment donné où... Enfin, moi je vous dis, sincèrement, on en reparlera, hein, parce que c'est en 2022, mais je pense que si De Villiers tout d'un coup se lance dans la course avec un plan Frexit, je pense très sincèrement qu'il y a deux choses qui déjà peuvent être sûres, c'est qu'à mon avis, il sera réélu. Il sera élu. Ne vous inquiétez pas, il sera élu. Si De Villiers se présente, il sera élu. Et deuxièmement, s'il est élu sur un programme qui inclut le Frexit, je pense qu'à mon avis, l'Union européenne, c'est fini. C'est-à-dire que là, ils sont en train de préparer la fin de l'Union européenne. Et pour peut-être la remplacer par autre chose. Hein, ça, c'est... Parce qu'ils lâcheront pas le morceau. Hein, mais voilà, c'est faire en sorte de détruire ce qui n'a pas fonctionné, ce qui ne fonctionne pas, et le remplacer par autre chose. Mais qui sera quasiment peut-être la même chose. Peut-être différemment. Vous savez, un emballage... Hein, c'est comme les cadeaux, hein. Vous recevez un cadeau qui ne vous plaît pas, le cadeau vous le remettez dans une boîte, vous changez l'emballage et puis vous le refilez à quelqu'un d'autre. Voilà, ça risque peut-être d'être le cas, mais on en reparlera hein, sur De Villiers à surveiller, hein, je vous dis. Regardez bien ce qui peut éventuellement se passer avec Michel Comte. D'autant plus que je pense que De Villiers a une bonne cote auprès des Français. Pas forcément auprès des gens de gauche. Hein. Les gens de gauche, de toute façon, je pense qu'ils sont définitivement perdus. Tant qu'ils continueront à croire au Père Noël, mais toute la portion de Français qui ne sont pas forcément des gens de droite ou l'extrême droite, mais des gens qui sont encore dans un esprit patriotique et qui se rendent compte que la France est en train de couler, qu'on est en train de dépecer la France, on est en train de détruire le patrimoine économique, industriel, etc. Je pense que De Villiers est une option qui pourrait éventuellement rassembler, non négligemment. Enfin, voilà, on en reparlera, on est sur le Covid. Et donc, imaginons que peut-être le Covid est aussi actuellement un moyen d'essayer de vous tester. C'est-à-dire vous tester jusqu'à quel point vous seriez capable d'accepter qu'on vous oblige, tout simplement. Là, on vous oblige à porter un masque. Mais l'étape suivante, ça risque quoi? Le vaccin? Il faut savoir que Bruxelles est en train de réfléchir sur une sorte de carte, ou une sorte de licence pour permettre d'identifier les gens qui ont été vaccinés ou non. Alors que c'est facile de savoir si les gens ont été vaccinés avec aujourd'hui les données numériques. Sauf que ça voudrait dire qu'il faut globaliser à l'échelle européenne des fichiers de suivi, on va dire, des populations européennes pour savoir qui a été vacciné et qui ne l'est pas. Qui plus est, peut-être européen, voire même à l'échelle mondiale. Bill Gates, Microsoft. Tiens, on y vient. Oui, quelle est la méthode aujourd'hui la plus simple pour savoir si vous avez été vacciné ou non, si ce n'est être numériquement fiché ou pas? Croyez-le bien que si on vous vaccine, on ne va pas vous laisser partir dans la nature. On va essayer de faire en sorte que vous soyez identifiable comme quelqu'un qui a été vacciné. Hein? Regardez aux États-Unis aujourd'hui. Aux États-Unis, vous avez certaines sociétés d'assurance qui, si vous ne faites pas tel ou tel vaccin, si vous ne faites pas tel ou tel traitement, eh bien, ça peut être considéré comme des points de pénalité et ça peut être considéré comme des éléments de rupture de contrat. Si vous refusez un rendez-vous qui vous est imposé pour un suivi, eh bien, ça peut être considéré comme une clause de rupture de contrat. Donc tout ça, c'est numérique. Vous avez beaucoup d'Américains qui ont perdu leur assurance santé à cause de ça. Et souvent d'ailleurs
à défaut de leur volonté. C'est-à-dire que parce qu'ils n'ont pas les moyens. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer 50 ou 100 dollars une consultation. Donc comme ils n'ont pas les moyens de payer 100 dollars une consultation, ils n'ont pas été voir la consultation. Comme ils n'ont pas été voir la consultation, ça veut dire que pour l'assurance santé, ils ne suivent pas le traitement. Puisqu'ils, comme ils n'ont pas la consultation, ils n'ont pas de renouvellement de leur prescription. Comme ils n'ont pas de renouvellement de leur prescription, donc ils ne peuvent pas continuer le traitement. Donc s'ils ne continuent pas le traitement, ça veut dire qu'ils sont susceptibles éventuellement de voir leur cas s'aggraver, et l'assurance santé va considérer ça comme étant non viable, contre-productif pour leur assurance. Et ils sont tout à fait capables de considérer ça comme une rupture de contrat et donc de virer les personnes. C'est comme ça qu'un certain nombre d'Américains ont perdu leur assurance santé. Tout simplement parce que, à faute d'une situation économique difficile ou un contexte familial difficile, etc., et bien, ils ont perdu leur assurance santé parce qu'ils n'ont pas suivi les protocoles qu'on leur oblige pas de les suivre. Mais il faut les suivre. S'ils ne les suivent pas, boum, vous risquez de perdre votre assurance santé. Et bien c'est ce qui vous attend en France. C'est ce qui vous attend en Europe. Hein? Parce que croyez-le bien que M. Castex, quand il va expédier les retraites, parce qu'il va les expédier les retraites, hein, il est en train de gagner du temps. Mais la prochaine réforme, ça va être celle de la santé. Et là, tous les beaux discours de Macron, etc., et ben vous pourrez vous les mettre où je pense. Hein? Et là encore, le Covid devient un outil par excellence, c'est-à-dire de vous obliger à accepter des règles, de vous obliger à vous soumettre aux règles, et pendant ce temps-là, eh bien, on glisse des lois. Les retraites, vous verrez. Hein. C'est-à-dire que peut-être au mois de septembre, on va vous sortir tout d'un coup des chiffres d'une reprise de l'épidémie, donc hop, interdiction de manifester. Déjà, ils ont fait passer un décret que désormais le droit de manifester est autorisé, mais à pas plus de, alors je crois, je ne sais plus, c'est 1500 ou 5000 personnes. Enfin déjà, ils limitent le nombre de personnes. Donc évidemment, vous imaginez bien que si vous limitez le nombre de personnes, ben, vos manifestations, là sur Internet, vous allez voir tous les neuneux qui vont vous dire 4000 personnes, ce n'est pas représentatif de la population et de son opinion. Donc c'est une forme progressivement de légiférer sur des libertés, de légiférer sur des droits, au nom d'une situation exceptionnelle qui est celle d'une pandémie. Protéger l'individu contre lui-même en légiférant sur ses libertés. Vous avez ces libertés, mais aujourd'hui elles sont suspendues plus ou moins. Elles sont recadrées de façon temporaire, mais ça va être du temporaire qui dure. Jusqu'au moment où on va vous trouver un vaccin. Et puis là, le vaccin, on va dire, ça y est, il y a un vaccin, donc il faut vous faire vacciner. Oui, mais moi, ça va, je n'ai pas envie de me faire vacciner. Pardon? Vous voulez pas vous faire vacciner? Ok, c'est votre liberté. Mais par contre, votre entreprise, elle sait elle saura que vous n'avez pas été vacciné, donc votre entreprise vous virera. C'est ce qui se passe déjà aux États-Unis, hein. Il faut savoir que vous avez des entreprises qui, lorsqu'elles détectent qu'ils ont des salariés qui ont des maladies éventuellement qui nécessitent d'être soignés, etc., ils vous virent pour ça. Et qu'est-ce que ça va être avec le Covid? Ici aux États-Unis, on s'attend à ce que le jour où ils vont nous dire ça y est, il y a le virus, je pense que je vais être obligé de me faire vacciner, je n'aurai pas le choix. Sinon, si je ne me fais pas vacciner, je ne trouverai pas d'emploi. Je ne trouverai pas de boulot. « 1984, hein, George Orwell. Donc c'est pour cette raison. Alors, attention, là je suis en train de vous parler de choses, ah oui, ça y est, c'est du complotisme, etc. C'est pas du complotisme. C'est pas du complotisme parce que le complotisme, c'est quand vous élaborez des théories par rapport à des éléments, mais dont vous n'avez pas d'autres éléments pour étayer votre théorie. Or là, aujourd'hui, si vous grattez bien, si vous cherchez bien, vous rendez compte que le Covid, derrière le Covid, il y a des décisions politiques, il y a des décrets qui sont votés, il y a des décisions qui sont votées, il y a même des gens qui ont des discours clairement identifiables sur
la raison du Covid. Et tout ça, mis bout à bout, vous dites, ouais, il y a un problème. Il y a un problème de démocratie, il y a un problème pour nos libertés. Alors, en effet, que les choses soient très claires. 2020 va rester une année historique parce que 2020, c'est la pandémie, c'est le Covid-19. Et que le Covid-19 va avoir ébranlé un certain nombre de codes, ébranlé un certain nombre de dogmes, et qu'aujourd'hui, il est évident qu'il faut remettre les choses sur la table pour se réinventer et se réadapter à la situation. Quand vous avez, et je vous ai fait une vidéo là-dessus, je vous en ai parlé, je vous fais référence à cette vidéo, quand on parle de reset économique, attention, le reset, il va être pour qui? Qui va le gérer? Qui va le décider? Qui va en être le bénéficiaire? Qui va être le gagnant? Qui vont être les perdants? Parce qu'on soit clair, ceux qui vont décider, qui vont gérer, manager le reset économique, c'est les mêmes que l'on retrouve chez Bilderberg, c'est les mêmes qu'on retrouve au Forum de Davos, c'est les mêmes qu'on retrouve souvent dans des forums ou dans des réunions internationales pour réfléchir sur la façon de développer, redévelopper, repenser l'économie. Mais quand ils y repensent, croyez bien que c'est pas dans l'intérêt des peuples, c'est pas dans l'intérêt de leur souveraineté, c'est pas dans l'intérêt de leur liberté, de leur sécurité. C'est dans l'intérêt de préserver un système qui permet de continuer à enrichir les plus riches et appauvrir les plus pauvres, ou les moins pauvres, ou ceux qui sont encore classe moyenne aisée. Je dis bien aux classes moyennes aisées, ne vous inquiétez pas, vous êtes les prochains sur la liste sur qui on va taper. Parce qu'une fois que je vous dis, aux États-Unis, la classe moyenne, en général, elle est laminée. La classe moyenne aux États-Unis n'a aucune épargne, n'a aucune économie. Ils vivent à crédit. Ils sont même des fois même à 50-60% d'endettement pour un grand nombre d'entre eux. Ça, c'est la classe moyenne aux États-Unis. D'accord ? Donc c'est la majorité des Américains. Après, vous avez une classe moyenne aisée. Et cette même classe moyenne aisée aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait ? En général, c'est une classe moyenne aisée qui est suffisamment intelligente et suffisamment informée et qui planque son fric, qui fait de la fraude fiscale, qui va cacher son fric à droite à gauche. S'ils se gagnent beaucoup d'argent, en général, ils vont foutre leur argent dans des paradis fiscaux. Donc il n'y a pas de retombée dans l'économie réelle à cause de ces gens-là. Donc on est au bout du bout. On est au bout du bout. Et le Covid, c'est l'arme idéale pour cacher... c'est l'arbre qui cache la forêt, oui. Voilà la fameuse expression, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et là, je pense qu'elle prend tout son sens. Donc voilà, c'est quelque chose que je vous invite à suivre et à vous poser, à vous interroger sur cette chose-là. Alors attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de deuxième vague, je ne dis pas qu'il va y avoir une reprise de l'épidémie. Je dis simplement qu'il va falloir être très vigilant sur le fait qu'il y a un intérêt beaucoup plus important, médiatiquement, politiquement, de vous faire peur avec des chiffres, alors qu'en réalité, les chiffres ne reflètent pas soit une réalité, ou à outil de comparaison avec des épidémies comme on en a toujours connu tous les ans, on reste dans des chiffres tout à fait raisonnables. Mais encore une fois, parce qu'on n'a pas le traitement, parce que pour soigner c'est compliqué, donc voilà, on est en situation de pandémie, mais on n'est pas sur des décès... Encore une fois, on parle de décès, on parle de jeunes de moins de 45, moins de 50 ans qui décèdent, etc. Mais c'est marrant, bizarrement, on ne parle jamais de leur pathologie. On ne vous dit jamais s'ils étaient en bonne santé ou si au contraire ils avaient des problèmes de santé, s'ils étaient asthmatiques, etc. On ne le dit jamais. Même les chiffres qu'on vous propose, on vous dit, mais sur le nombre de gens qui sont contaminés, qui sont-ils? De quelle tranche d'âge c'est? Là, on a très peu de chiffres. Et encore une fois, je vous le dis, aux États-Unis, vous avez des hôpitaux qui sont des hôpitaux référents, qui ont été contactés par un certain nombre de médias. Et quand je dis des médias, ce n'est pas des médias indépendants, complotistes, etc. C'est des médias mainstream. C'est ABC, c'est CBS. Et ils font l'article en disant, attendez, on a un petit souci, c'est qu'il y a des hôpitaux qui ont été déclarés
comme ayant un taux de pourcentage relativement élevé, alors qu'en réalité, ils sont parfois à 10 fois moins que ce qui est officiellement inscrit en leur nom. Quel est l'intérêt de faire ça? Si ce n'est pour faire gonfler les chiffres, et à terme peut-être imposer quelque chose. Bon, même si encore une fois de plus, aux États-Unis c'est un peu particulier parce que y a Trump, évidemment. Et ça pose problème. Voilà. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous souhaite de bien vous porter, de bien vous couvrir, de faire attention, scrutez. Et d'ici là, à très bientôt.